Bonjour, dans cette vidéo de cours de biosystématique végétale ou Plant Biosystematics, présenté par moi, Madame Bouzahar Shafika. Ce cours est destiné pour les étudiants agronomie ou biologie ou même de pharmacie, où on va avoir les notions de biosystématique végétale. Donc, la biosystématique végétale est une branche de la botanique et est un synonyme de taxonomie des plantes, qui veut dire les lois de classification. Donc, la taxonomie l'a reconnue comme l'étude et la description. Donc, on va étudier, on va décrire les variations chez les organismes, l'investigation des causes et des conséquences de cette variation et bien sûr de manipuler ces données obtenues pour produire un système hiérarchisé de classification. Donc, ce cours on va voir 3 chapitres. Dans le premier, on va avoir l'histoire de la systématique botanique. On va voir dans le deuxième chapitre les arguments taxonomiques, c'est-à-dire quels sont les critères et les arguments qui nous permettent de classer telle ou telle espèce dans tel ou tel groupe. Et le troisième chapitre, on va voir la classification des plantes inférieures, qui sont les algues et les champignons. Pour connaissance, ça c'est le premier semestre, on va voir le Plant Biosystematic 1 ou 1, et on va voir la biosystématique végétale 2 pendant le deuxième semestre. Donc, ça sera pour les prochaines vidéos. Dans cette série, on va s'arrêter aux classifications des plantes inférieures. Donc, voilà, c'est pas la peine de parler sur l'évaluation. Donc, tout d'abord, c'est quoi une plante? Parmi vous, vous allez me dire que une plante est composée d'une partie aérienne et une partie souterraine, que c'est des organismes photosynthétiques. Oui, c'est vrai. Mais laisse-moi vous dire que c'est pas toutes les plantes composées par des systèmes racinaires et un système aérien. Je vous donne ici un exemple des algues qui sont des végétaux inférieurs, des plantes inférieures qui n'ont ni racines, ni tiges, etc., sont des thalophytes. On va voir après la notion des thalophytes et des chromophytes dans une prochaine vidéo. Là, on a, pour savoir que la photosynthèse ne concerne pas uniquement les plantes, je vous donne un exemple d'un cyanobactérie. Cyanobactéries sont sont des bactéries photosynthétiques, c'est-à-dire sont des bactéries qui sont capables de faire la photosynthèse. Ici, un troisième exemple sont les fougères. Les fougères sont des cormophytes, présentent des racines, des tiges, etc., mais sont des cryptogames, c'est-à-dire ils n'ont pas des grains ni fleurs. Mais l'appareil reproducteur des fougères s'appelle des spores et sont cachés. Donc là, pour savoir la diversité des plantes. Donc on peut définir une plante comme étant un organisme déjà eucaryote. Cela signifie que les cellules des plantes possèdent un noyau bien défini et d'autres organes entourés de membranes. Donc, les eucaryotes se distinguent des prokaryotes qui n'ont pas de noyau, comme les bactéries. Une plante aussi est multicellulaire, donc les plantes sont composées de plusieurs cellules qui s'organisent pour former des tissus et des organes, comme les racines, les tiges et les feuilles. On peut faire ça, on va essayer de faire d'autres vidéos qui expliquent les tissus, etc. Donc cela les différencier des organismes unicellulaires qui ne sont constitués que d'une seule cellule. Les plantes aussi sont autotrophes. Cela indique que les plantes sont capables de produire leur propre nourriture. Donc, ce sont des organismes photosynthétiques contiennent des chloroplastes, des organismes spécialisés où se déroule la photosynthèse, donc utilisant la chlorophylle pour capter l'énergie lumineuse avec le dioxyde de carbone et l'eau, bien sûr, et la convertir en énergie chimique sous forme de glucose. Donc, les plantes bien sûr, font partie du règne plantain. On parle un peu sur les cellules végétales. Donc les cellules des plantes possèdent une paroi cellulaire rigide. Elle est composée de, je ne sais pas si vous voyez la flèche ici, c'est une paroi cellulaire rigide. Elle est composée de cellulose, c'est un polysaccharide qui leur confère leur forme fixe et une résistance. Donc, contrairement aux cellules animales, elles n'ont pas de paroi cellulaire. Leur membrane plasmique est plus flexible, ce qui leur permet de prendre différentes formes et de se déplacer plus facilement. Aussi, la membrane cytoplasmique composée de phospholipides et de protéines, elle entoure le cytoplasme. Donc cette petite membrane fine à l'intérieur qui entoure le cytoplasme et qui contient plusieurs éléments tels que le noyau. Le noyau ici, elle est limitée par la double membrane nucléaire, renferme l'information génétique. Et il y a aussi les mitochondries,
qui est ici en rouge, c'est des mitochondries. Elles transforment, on connaît tous le rôle des mitochondries, donc elles transforment l'énergie contenue dans les molécules organiques en énergie utilisable. Il y a aussi une caractéristique des cellules de plantes, c'est les vacuoles. C'est les vacuoles, donc sont spécifiques de la cellule végétale et permettent le stockage de l'eau, d'ions, de sucre et de dérivés azotés. Il y a aussi le caractéristique le plus important, c'est les chloroplastes. C'est ce qui est en vert, c'est les chloroplastes. Donc, ce sont les organites où se produit la photosynthèse. Et on les trouve dans les organes aériens de la plante et c'est le lieu où l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique. Et on va voir ici rapidement la structure, la composition des chloroplastes. Donc, sont entourés de doubles membranes. Voilà, outer membrane and intermembrane, avec un espace intermédiaire, intermembrane space, entre les deux couches. À l'intérieur du chloroplaste se trouve une matrice fluide appelée stroma. Donc, le stroma contient de nombreux enzymes ainsi que l'ADN du chloroplaste et des ribosomes. Il contient également des gains d'amidon qui constituent des réserves insolubles de glucose. Lorsque la plante en a besoin, ces grains sont reconvertis en glucose. Il y a aussi des structures en forme de disque appelées thylakoïdes, donc sont en suspension dans le stroma. C'est thylakoïde, donc c'est ce qui est en vert sous forme de disque. Donc ces thylakoïdes forment des piles d'environ 15 disques ou plus. Donc une pile de thylakoïdes représente ce qu'on appelle granon. Granon et l'ensemble de granons, c'est-à-dire l'ensemble de ces piles ou de ces granons, s'appelle granon. Ces granas sont reliés entre eux par une lamelle mince, une mince membrane appelée lamelle, qui aide à augmenter la surface disponible pour capter l'énergie lumineuse. Donc, à l'intérieur de chaque thylakoïde se trouve un espace aqueux appelé lumen. Donc, les plantes sont aussi caractérisées par leur mode de reproduction. Donc, elles peuvent se reproduire sexuellement en produisant des spores dans les végétaux inférieurs tels que les algues, les bryophytes et les ptéridophytes ou des graines dans les spermatophytes. Donc, la reproduction sexuée implique la fusion de cellules sexuelles, donc gamètes, provenant de deux parents, ce qui entraîne la formation d'un nouvel organisme. Ce processus contribue à la diversité génétique car il combine le matériel génétique de deux individus différents. La production du spore, donc chez les végétaux inférieurs comme les algues, les bryophytes et les ptéridophytes, se reproduit souvent par des spores. Et donc c'est quoi les spores sont des cellules reproductrices unicellulaires qui peuvent se développer en un nouvel individu. Mais les spermatophytes, ce sont les plantes à graines. Ce groupe inclut les gymnospermes et les angiospermes ou ce qu'on appelle les végétaux supérieurs. Donc, ces plantes se reproduisent par la production de graines qui sont des structures plus complexes que les spores. Elles contiennent un embryon, des réserves nutritives et une enveloppe protectrice. Cela leur confère plusieurs avantages. Les grains, comme vous savez, peuvent rester en dormance jusqu'à ce que les conditions environnementales soient favorables pour germer. Et aussi, elle offre une protection aux jeunes plantes pendant son développement initial. La reproduction asexuée est un mode de reproduction qui nécessite qu'un seul parent. Donc, elle produit des descendants génétiquement identiques à l'organisme parent, appelé clone. Ce type de reproduction permet une reproduction rapide et efficace. Cela se fait par deux méthodes. On a plusieurs méthodes de reproduction asexuée, mais chez les plantes, on parle de bouturage. Donc, cela implique la fragmentation d'une partie de la plante mère permettant à celle-ci de s'enraciner et de former une nouvelle plante. Donc, le bouturage peut se produire naturellement lorsqu'une partie de la plante tombe au sol ou artificiellement lorsqu'une partie de la plante est coupée délibérément. Donc, la partie détachée peut ensuite être placée dans le sol ou dans l'eau. Elle développera des racines et pourra croître indépendamment. Donc, la plante résultante est donc un clone de la plante mère. La deuxième méthode, ce qu'on appelle la marcotte ou la marcottage, ou bien marcottage, implique l'enracinement d'une partie de la plante mère sans la détacher. Au contraire de premier, donc là, c'est sans la détacher. Donc, ce processus produit une nouvelle plante et elle peut être réalisée avec différentes parties de la plante, comme une branche, un stolon ou un rhizome. Pour information, c'est quoi un stolon? Un stolon, c'est une tige qui pousse au-dessus du sol, tandis que le rhizome est une tige qui pousse sous terre. Donc, lorsqu'elle est en contact avec le sol, la branche, le stolon ou le rhizome peut s'enraciner et former une nouvelle plante. Donc, cette nouvelle plante peut ensuite être séparée de la plante mère car elle possède ses propres racines. Maintenant, on va voir rapidement l'origine des plantes.
L'origine des plantes était une relation entre cyanobactéries, ou parfois appelée algues bleues. Donc, c'est une relation entre une cellule eucaryote et une cyanobactérie, quoi. Donc, c'est quoi les cyanobactéries? Une petite rappel, donc parfois appelées algues bleues, sont des prokaryotes photosynthétiques. Donc, jouent un rôle clé dans l'origine des plantes et l'évolution de la vie sur Terre, bien qu'elles ne soient pas des plantes, mais ont été les premiers organismes à développer la photosynthèse. Donc, elles sont les ancêtres des chloroplastes, les organismes responsables de la photosynthèse, que l'on trouve dans les cellules des plantes actuelles, à travers un processus, comme je vous ai dit, un processus de symbiose endosymbiotique. Donc, selon cette théorie, une cellule eucaryote ancestrale a intégré une cyanobactérie il y a environ 1,6 milliard d'années, ce qui a conduit à l'évolution des algues vertes, les ancêtres de plantes terrestres. Des plantes terrestres. Donc, il s'agit de la base évolutive de Rani Planta. Donc, les premières formes de vie eucaryotes photosynthétiques incluaient les algues vertes qui sont directement issues des cyanobactéries endosymbiotiques. Elles possédaient déjà des chloroplastes contenant de la chlorophylle A et B et permettant le processus de photosynthèse. Donc, les premières plantes terrestres sont apparues il y a environ 470 millions d'années. Ces plantes étaient des bryophytes non vasculaires, c'est-à-dire qui ne possèdent pas des vaisseaux conducteurs, qui incluent les mousses et les hépatiques. Donc, elles se sont adaptées à un environnement terrestre en développant des structures simples pour la survie hors de l'eau, telles que des spores protégés par une paroi résistante à la dessiccation. Cependant, elles dépendaient encore de l'eau pour la reproduction, car leurs spermatozoïdes devraient nager pour atteindre les eaux. Les plantes ont évolué pour développer des systèmes vasculaires ensuite spécialisés, le xylème et le phloème, permettant le transport de l'eau et des nutriments dans toute la plante. Ici, les ptéridophytes, exemple les fougères et les plantes apparentées, en sont apparues il y a environ 420 millions d'années. Donc, ces plantes étaient mieux adaptées à la colonisation des terres plus sèches grâce à l'apparition des racines et des feuilles, ainsi qu'à une reproduction via des spores plus résistantes. Donc, la prochaine étape dans l'évolution des plantes est marquée par l'apparition des spermatophytes, les plantes à graines. Donc, ces plantes ont développé des graines, un système beaucoup plus efficace pour la reproduction, car les graines offrent une protection et une réserve nutritive pour l'embryon en développement, permettant une survie prolongée et dans des conditions difficiles, donc pour assurer la survie des plantes. Donc, les gymnospermes, comme les conifères, sont les premières plantes à graines apparues il y a environ 360 millions d'années. Elles produisent des graines nues, c'est-à-dire non enfermées dans un fruit. Et enfin, les angiospermes, ou plantes à fleurs, sont apparus il y a environ 140 millions d'années et représentent aujourd'hui le groupe le plus diversifié des plantes. Elles ont révolutionné la reproduction végétale avec l'apparition des fleurs et des fruits. Donc, les fleurs permettent une pollinisation plus efficace, souvent aidée par les insectes, et les fruits facilitent la dispersion des graines. Donc, ce groupe comprend des espèces adaptées à une grande variété d'environnements et est devenu le groupe dominant de plantes terrestres. Donc, on arrête pour cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Merci. Au revoir.